I am the master of my fate. L'important n'est pas ce que tu es, Captain, my captain. mais ce que tu as choisi d'être. I am the captain of my soul. Un jour, j'irai vivre en théorie. Parce qu'en théorie, tout se passe comme prévu. Bienvenue dans l'épisode 29 de Capitaine au Capitaine, le podcast qui stimule votre leadership. Je m'appelle Baptiste Marin et aujourd'hui, je vous parle du monstre sous le lit. Certains d'entre vous ont peut-être déjà entendu parler de l'acronyme VICA, V-I-C-A, qui décrit notre époque moderne. C'est un terme qui est issu du monde militaire américain et des théories du leadership de Warren Bennis et Burt Nanus, qui est un terme qui est utilisé pour la première fois en 1987. V pour volatile, c'est-à-dire qu'on est dans un environnement où les vagues sont fréquentes et hautes. Notre contexte et notre situation changent rapidement, un peu comme dans les montagnes russes où on consomme beaucoup d'énergie pour remonter une côte et la descente est parfois vertigineuse. Il n'y a plus de linéarité, de stabilité. Et comme le rappelait Guillaume Mathias dans l'épisode 17, l'homme des cavernes, lui, évoluait dans un environnement qui avait très peu changé entre sa naissance et sa mort. Et c'est plus le cas aujourd'hui. I comme incertain. On navigue dans le brouillard. Et il nous est clairement impossible de distinguer l'horizon lointain. Et nos instruments de mesure, de navigation, ils sont plus utiles dans ce contexte. Le long terme, aujourd'hui, c'est l'échelle de 6 mois, 1 an. Il nous est très difficile d'imaginer, de planifier où est-ce qu'on pourrait être dans 3 ans ou dans 5 ans. C'est comme complexe. La complexité, elle se définit par l'interdépendance des rouages d'un système. Tout est relié et on ne peut pas se préoccuper que de notre simple embarcation. Il nous faut être en interaction avec les autres et avec les enjeux de notre environnement. Si le vent tourne, ça va affecter les nuages, les courants, les décisions des autres navires. La décision ne dépend plus que de nous. A pour ambigu. Par ambiguïté, il faut comprendre paradoxe. Parfois, il nous faut nous diriger vers l'est alors que notre destination se trouve à l'ouest pour éviter une tempête ou un autre danger. Et ça peut déclencher une perte de sens et de la frustration. Vous l'aurez compris, dans ce contexte, l'incertitude est omniprésente et elle active en nous la peur du monstre sous le lit. Rappelez-vous, quand on était enfant, qu'on était plongé dans le noir, survenait parfois la peur de ce que l'on ne voyait pas. « Papa, maman, il y a un monstre sous le lit !» Qui n'est pas revenu au moins une fois dans la chambre de son enfant pour le rassurer de cette peur irrationnelle ? Et notre réflexe alors, en tant que parent, est plein de sens. On rallume la lumière et on confronte l'enfant à l'absurdité de sa peur en lui montrant qu'il n'y a pas de monstre et qu'il peut dormir tranquille. Pourtant, nous, en tant qu'adultes, on fonctionne de la même manière parce que notre cerveau est ainsi fait. Sans un travail conscient, le cerveau a peur de ce qu'il ne connaît pas. Dans cet épisode, je ne prétends pas vous révéler de grands secrets ou de grandes théories. Tout ce qu'il contient, vous le savez sûrement déjà. Voyez-le plutôt comme un rappel, non pas à l'ordre, mais à l'évidence. Il y a tellement de choses que l'on sait et que l'on ne s'applique pas. Je vous propose donc 9 pistes à explorer lorsque vous sentez la peur de l'incertitude monter en vous. Et en fin d'épisode, je vous donne un exercice pratique à mettre en œuvre et qui constituera, si vous le souhaitez, votre défi de la semaine. Premièrement, factualiser et rationaliser. Comme le monstre sous le lit, un grand nombre de nos peurs sont irrationnelles. Ça ne veut pas dire que le risque est nul. Ça veut dire que le monstre est avant tout dans notre tête. Comme on dit, la peur n'évite pas le danger. Si vous avez peur du futur, tirez le fil et explicitez quel est le danger réel qui représente le monstre dans votre tête. Est-ce que vous avez peur de perdre votre job, d'être immobilisé pour partir à la guerre en Ukraine, ou de ne plus pouvoir payer les traites de votre crédit immobilier ? Est-ce que vous avez peur de perdre un proche ou que votre nouveau boss ne vous apprécie pas ? Quoi qu'il en soit, posons-nous 2 questions. Quels sont les éléments factuels, concrets, palpables, qui vous font craindre ce scénario et repousser toutes les interprétations ? Bannissez les formules du style « à mon avis » ou « je suis sûr que », qui sont des projections de votre cerveau. Gardez les faits et rien que les faits. Deuxième question à se poser, quel est le taux de probabilité pour que ce scénario arrive ? 2%, 20%, 40%,
80%? Votre préparation, vos décisions et vos actions doivent être en cohérence avec ce que vous estimez être le risque réel. Est-ce que le scénario qui vous fait peur fait partie de milliers d'autres possibilités ou est-ce que c'est une quasi-réalité? Deuxième conseil, concentrez-vous sur ce qui est en votre contrôle. Notre cerveau cherche à tout contrôler et c'est bien sûr illusoire. Si vous faites l'inventaire des scénarios possibles, vous constaterez qu'il y a très peu de choses sur lesquelles vous avez le contrôle. La guerre, une pandémie, une crise financière, c'est pas en notre contrôle. Et la première étape, c'est de l'accepter intellectuellement et émotionnellement. En vérité, les seules choses sur lesquelles nous avons une emprise, ce sont nos pensées, nos croyances, nos émotions et nos actions. Tout le reste nous échappe. Lors de la crise du Covid, par exemple, vous ne pouviez rien contre le fait d'être confiné chez vous. Les seuls choix possibles, c'était de savoir comment utiliser ce temps au mieux. J'aime la définition stoïcienne du lâcher-prise qui consiste à dépenser l'essentiel de notre énergie mentale sur ce que nous contrôlons et délaisser un maximum le reste. Troisième conseil, faites attention à ce que vous mangez. Au sens propre, bien sûr, c'est toujours un bon conseil, mais surtout au sens figuré. On a une responsabilité de faire le tri dans la somme d'informations qui nous est disponible. On n'est pas obligé de soit faire complètement l'autruche, soit ingurgiter toutes les informations disponibles et qui se présentent à nous. On peut s'interroger sur les informations qui nous sont vraiment utiles dans notre quotidien. D'ailleurs, si vous sentez que vous avez un peu trop le moral, passez une matinée devant une chaîne d'infos en continu et vous me dites à la fin ce que vous allez ressentir. Mais c'est aussi la mode des séries et des films dystopiques. Et je crois qu'il faut en manger modérément. L'autre soir, avec celle que j'aime nommer ma coéquipière de vie, on était en face d'un de ces films, vous savez, qui prévoient l'effondrement du monde, le trip à la zombie où tout le monde s'entretue, ou encore les scénarios post-apocalyptiques, et on se faisait la réflexion que c'est quand même assez bizarre de choisir comme moment de détente ce type de contenu, surtout avant d'aller dormir. Bref, la dystopie, c'est comme le fast-food, un peu ça passe, mais fréquemment ça laisse des traces. Optez, dès que vous le pouvez, pour des lectures, des documentaires ou des podcasts. J'en connais de très bons. Évitez également de vous engouffrer trop souvent dans des discussions toxiques qui ne mènent nulle part. Alors ça, c'est un des axes sur lesquels je travaille le plus personnellement, parce que s'il y a bien une activité que j'adore, c'est refaire le monde, mais je m'aperçois que si je le fais en compagnie de personnes qui sont prisonnières de leur peur, eh bien on bascule assez rapidement dans une impasse angoissante. Vous savez, c'est toutes ces discussions où vous faites l'inventaire de tout ce qui va mal. La crise politique, la guerre qui s'installe aux portes de l'Europe, les injustices sociales, le dérèglement climatique, l'instabilité économique, le manque de morale, l'inflation. Franchement, on peut s'interroger sur la fertilité d'une telle discussion. Quatrième piste à explorer, faire l'inventaire de nos ressources. Pour nourrir notre optimisme, on peut faire la liste la plus exhaustive possible de tout ce qui pourrait nous aider à surmonter les potentiels problèmes à venir. On a une faculté incroyable à occulter, à oublier tout l'arsenal que l'on possède. Donc il s'agit en premier lieu de faire l'inventaire de nos compétences, de nos connaissances, de nos expériences passées. Et quand je dis compétences d'ailleurs, je ne veux pas simplement parler de compétences métiers, mais de facultés, de qualités humaines, de nos compétences transverses comme la créativité, notre capacité à trouver de l'argent, de l'aide, notre combativité, notre persévérance, notre capacité de rebond. Mais c'est aussi nos connaissances au sens réseau, nos amis, nos relations de travail, les personnes qui pourraient nous conseiller ou nous aider. Et puis c'est enfin les opportunités que nous offre notre environnement, les dispositifs qui existent, les atouts qui nous tendent les bras et que nous ne détectons pas, trop concentrés sur les dangers et les risques. Qu'avez-vous en vous et autour de vous pour vous permettre de répondre aux potentiels risques que vous identifiez? Nous avons toutes et tous vécu déjà des coups durs, émotionnels, financiers, logistiques, professionnels, personnels, et on les a surmontés. Et c'est donc très utile de se rappeler les difficultés qu'on a rencontrées pour mieux conscientiser comment nous les avons abordées et comment nous les avons dépassées. On s'inquiète souvent pour un potentiel petit bobo, alors qu'on a déjà prouvé qu'on avait la capacité à surmonter une fracture ouverte.
Cinquièmement, voyez l'opportunité derrière la difficulté. Dans la logique des préceptes de la philosophie chinoise et notamment du taoïsme, le yin et le yang s'entremêlent. D'ailleurs, j'aime rappeler qu'en Chine, et je crois au Japon, le mot crise, je ne sais pas comment ça se prononce, wei, il est représenté par 2 idéogrammes qui signifient en même temps danger et opportunité. Et j'avais appris, pour rester en bon français, d'un client il y a plusieurs années, une expression qui m'est restée, avoir la capacité de transformer les pépins en pépites. Je trouve que c'est une faculté majeure de leadership et puis qui rejoint certains conseils que j'ai cités précédemment. Si je me casse la jambe, ce serait un coup dur. Et c'est très simple pour mon cerveau d'en faire découler tous les aspects négatifs. Je pourrais plus donner de formation, mes revenus vont chuter, je pourrais plus faire de sport, déjà que j'en faisais pas beaucoup, je vais perdre en autonomie, je vais être dépendant des autres, je vais souffrir physiquement. Mais puisque j'ai pas le pouvoir d'auto-guérison et que je serai contraint par cette réalité, que puis-je en faire ? Peut-être que ça me libérera du temps pour écrire du contenu, pour enfin apprendre la guitare ou la langue des signes, comme je me répète depuis des années, ou prendre de l'avance sur mon retour, voire même de développer une nouvelle façon de délivrer mon contenu et mes accompagnements. D'ailleurs, je parlais du Covid, c'est le télétravail et le confinement qui m'ont permis de développer des compétences de formateur à distance et ainsi de dispenser mes formations tout en passant plus de temps avec ma famille. Petite parenthèse, pour muscler cette capacité, je vous renvoie à l'épisode 27 sur comment développer sa créativité. 6e piste, passer plus de temps dans le présent que dans l'avenir. On parle beaucoup de l'instant présent et des disciplines comme la méditation reviennent à la mode parce que nos pensées passent trop de temps dans l'avenir. Mon conseil, c'est donc de savourer ce qui est, ces petits moments de la vie, ce qui est déjà là, et d'en profiter un maximum. Finalement, le bonheur n'est que cette petite somme de choses qui nous ravissent sur l'instant, aussi futiles puissent-elles nous paraître. Je crois que c'est Benabar qui disait « Le bonheur ne s'achète pas en lingots, mais en petite monnaie ». Observez un enfant de 2-3 ans. C'est une formidable source d'inspiration parce qu'un enfant de cet âge-là n'a pas encore construit trop de peurs irrationnelles. Il ne se soucie pas du futur, tout simplement parce que c'est un concept qu'il ne maîtrise pas. Un enfant, il est constamment dans l'instant présent parce qu'il ne sait pas faire la différence entre demain et dans 5 ans. Le futur, c'est une construction mentale qui peut certes être utile pour anticiper et se préparer, mais qui peut vite devenir une prison stérile et sombre. Si comme moi, vous n'êtes pas un grand adepte des concepts New Age de la pleine conscience, rattachez-vous à la gratitude de l'instant, à la magie du beau futile. Émerveillez-vous de ce qui est, plutôt que de trembler de la fièvre que vous n'avez pas encore. Si demain votre peur se matérialisait pour de vrai, que regretteriez-vous de ne pas avoir suffisamment fait ou vécu ? Numéro 7, imaginez des scénarios réalistes et ambitieux. C'est tout bonnement ce qu'on appelle le pouvoir de l'intention. Nos pensées créent notre réalité. Quelle que soit votre situation ou votre contexte, connectez-vous à des scénarios positifs plausibles et agissez en présumant que c'est ce qui va se passer. Nos pensées, nos émotions, nos actions, nos décisions sont liées et interagissent en permanence. De nos actions et de nos décisions dépendent grandement notre futur. Je vous conseille donc d'imaginer 3 scénarios. Le scénario zombie, le scénario positif, le scénario bisounours. Le scénario zombie, c'est ce qui pourrait se passer de pire. Si toutes vos peurs deviennent réalité, que se passera-t-il ? Le scénario positif, c'est ce que vous souhaitez de manière réaliste et ambitieuse. C'est le scénario pour lequel vous signez dès demain sans réfléchir. Le scénario bisounours, c'est le futur parfait que vous n'osez même pas espérer. Admettons que vous soyez inquiet parce que vous savez que votre service, votre équipe va être dissoute dans le cadre d'une réorganisation interne et que ça vous stresse. Scénario zombie, je me fais virer, je dois chercher un autre travail. Scénario positif, je suis réaffecté dans un service qui me convient. Scénario bisounours, je suis promu et augmenté de 30% dans la vision que je visais depuis des années. Et définir ces 3 scénarios, ça nous permet de savoir ce que nous pouvons faire pour influencer la réalité dans la direction que l'on souhaite.
Et évidemment, je conseille de se focaliser principalement sur le scénario positif et d'utiliser tout votre pouvoir d'influence sur la réalité pour optimiser les chances qu'il se concrétise. Vous pouvez aller découvrir des nouveaux sujets, vous former à des nouvelles compétences, aller rencontrer ou convaincre des personnes que vous ne côtoyez pas d'habitude, parler de ce projet, de cette vision du futur qui vous plaît, partagez-la au maximum avec votre entourage et donnez-vous les moyens pour que ce scénario se concrétise. En d'autres termes, ayez un coup d'avance. Conseil numéro 8, trouvez votre doudou. Lorsqu'une peur s'active en vous, qu'elle soit liée au futur ou pas d'ailleurs, trouvez une parade cognitive, un refuge, un cocon qui vous relaxe. Je sais que quand j'ai commencé ce métier, chaque première journée d'animation était source de stress. J'arrivais dans la salle et je me demandais si les participants allaient être sympas, s'ils allaient être motivés, impliqués, est-ce que moi j'allais être à la hauteur de leurs attentes. Et ça, c'était un grand facteur de stress. Et plus je me voyais stressé, plus mon stress il augmentait. Et donc il y avait un collègue, coucou Thierry, qui m'avait alors transmis le conseil de trouver ma parade anti-stress. Alors pour moi, ça a été la musique. Et la plupart du temps, c'était Fly Me to the Moon de Frank Sinatra qui semblait le plus m'apaiser. Alors j'ai pris l'habitude, à chaque fois que je commençais l'installation de ma salle, avant même d'enlever ma veste et de déballer le matériel, de jouer cette musique sur mon téléphone. Et c'était un raccourci vers le bien-être. C'est devenu un rituel rassurant au point que j'avais même plus à la fin besoin de jouer la chanson pour que ça fonctionne. Le simple fait de fredonner quelques notes baissait mon taux de cortisol. Certains vont regarder une photo d'un bon moment ou de leur famille, d'un lieu d'enfance. D'autres, comme moi, c'est la musique. D'autres font des exercices de respiration consciente ou ont un petit objet qui leur fait le même effet qu'un doudou d'enfant. Peu importe ce qui fonctionne pour vous, trouvez une parade de sérénité qui vous ramène dans l'instant présent et dans un état d'esprit positif. Numéro 9, nommez vos peurs. Alors j'ai hésité par commencer par ce conseil ou de le garder pour la fin et j'ai finalement retenu la deuxième option parce que je voulais que vous restiez sur cette astuce. Quelle que soit l'origine de votre anxiété face à l'avenir, essayez d'imaginer quel pourrait être le nom que vous donnez à cette peur. Il n'y a pas une infinité de peurs. Alors certes, elles prennent des formes différentes, elles sont plus ou moins intenses, mais en général, on est bon ennemi avec 2 ou 3 d'entre elles. C'est pas exhaustif la liste que je vais vous donner, mais les peurs que je croise le plus souvent, c'est la peur de manquer, la peur du rejet, de l'abandon, la peur d'échouer, la peur de réussir, la peur de souffrir. Rappelons-nous qu'une émotion, c'est un messager qui nous alerte sur un besoin à satisfaire. Une peur nous indique que l'on a besoin de se rassurer, et lorsqu'on a conscientisé sa peur, on peut alors sortir du mode problème et activer le mode solution. Je vous avais promis un petit exercice qui pourrait constituer votre défi de la semaine. Je vous propose de voir ou de revoir la technique ABZ. En guise d'exercice concret pour cette semaine, voici un exercice que vous pouvez faire mentalement ou par écrit. Si vous êtes fidèle de l'émission, vous reconnaîtrez peut-être l'un des conseils distillés par Mathieu Dardaillon dans l'épisode 18. Si vous visitez le futur pour l'anticiper et le préparer, vous avez besoin de 3 repères essentiels. Peut-être pour être concret aussi sur comment naviguer dans l'incertitude, il y a un post que j'avais fait et qui a pas mal résonné et qui est un outil tout simple qui moi m'a aidé et donc c'est un post que j'avais fait sur LinkedIn qui est autour de ça s'appelle ABZ framework. J'aime bien le mot framework en anglais. Grille de lecture ABZ on dira. Et en fait c'est quoi? C'est que souvent on peut être un peu accablé par plein de possibilités. Il y a plein de choses et on ne sait plus par où commencer, quoi choisir. On a plein d'idées, mais on ne sait pas quoi prioriser. On a plein de sollicitations, mais on ne sait pas quoi faire. Bon, ABZ, ça simplifie et ça met en mouvement. Donc, je trouve ça super utile. Moi, ça m'a vachement aidé aussi à des moments. A, c'est la situation actuelle, où j'en suis. Z, c'est mon cap. Je suis capitaine de ma vie. J'ai mon cap. Je rêve de ta. Et B, c'est mon prochain pas. Mon B, c'est la prochaine étape. Et à partir du moment où j'ai défini B, je focalise à 100% sur B. Et C viendra bien au bon moment. Et D et E. Mais je mets un peu en suspens D, E, F, G.
ils viendront bien. Je focalise sur B, j'y vais, je me mets en mouvement. Donc, je sais pas, actuellement, j'ai plein d'idées. Z, j'ai rêve d'écrire un livre. B, je crée un premier jet du plan, ou alors je précise pour qui il va s'adresser. Voilà, c'est tout. La théorie du petit pas, mais mêlée avec le fait d'avoir un cap puissant. Alors, en général, un cap, c'est un horizon pas forcément très concret pour le coup. C'est une direction presque philosophique, j'allais dire, mais qui nous permet de rester dans une direction où on ne se perd pas non plus, quoi. Oui, le cap, c'est important que le Z, il donne de l'énergie. Le Z, il peut être un peu flou, mais il donne une envie énorme d'y aller. Concentrons-nous sur le prochain petit pas et assurons-nous que cette étape aille dans le sens de notre cap enthousiasmant. Pour formaliser votre A, vous pouvez écrire votre constat de la situation actuelle, les faits et les informations dont vous disposez, vos peurs, vos envies, vos ressources, vos défis. Pour formaliser votre Z, vous pouvez vous fixer un horizon de temps, 3 mois, 6 mois, 1 an, l'horizon qui vous paraît raisonnable en fonction de votre situation, et essayez de décrire du mieux possible votre scénario positif. Pour B, déterminez quelle est la première phase sur laquelle vous devez vous concentrer. Il faut que ce soit suffisamment ambitieux pour que ça vous enthousiasme et vous rende fier lorsque cette étape sera accomplie, et suffisamment facile pour que vous soyez convaincu que c'est à votre portée. Focalisez toute votre attention sur cette prochaine étape en n'oubliant pas tout de même de rester connecté aux changements de contexte et aux opportunités nouvelles qui se présentent à vous. Pour résumer cet épisode, identifiez vos peurs, conscientisez votre fonctionnement et vos besoins, concentrez-vous sur vos ressources, compensez l'émotionnel par le rationnel, focalisez-vous sur le scénario positif, activez votre gratitude, ne passez pas trop de temps dans le futur, protégez-vous des informations, voire des relations toxiques, avancez par petits pas, bref, prenez soin de vous. 2 ressources complémentaires pour finir et aller un pas plus loin, que je vous mets en lien dans la description. Une vidéo sur l'optimisme par Philippe Gabillet, vice-président de la Ligue des optimistes de France, qui détaille les bons réflexes à avoir en période de crise. Et puis un livre, un classique presque, j'ai envie de dire, Le Cygne noir de Nassib Nicolas Taleb, et qui illustre pourquoi nos biais cognitifs nous empêchent de prédire efficacement l'avenir. Quelle que soit votre prévision du futur, elle est forcément fausse. Alors à quoi bon s'en inquiéter ? Embrasser l'incertitude, c'est comme tout le reste, c'est un état d'esprit que l'on peut stimuler à force d'entraînement régulier. Alors, bon entraînement, je vous souhaite de danser bientôt un joli tango avec l'incertitude. À très vite, capitaine.